Hélène pour la présentation. Mais avant de commencer, je voudrais en fait prendre le temps de remercier Julie, ma conjointe, qui a accepté, en fait, pour son soutien tout au long du processus de rédaction, en fait, et ses conseils. Et aujourd'hui encore, en fait, elle va d'une certaine manière m'assister. Et je voudrais prendre aussi le temps de remercier, en fait, ma directrice, Tamara, pour son ouverture d'esprit, en fait, et OK, donc je tiens aussi, après avoir remercié ma directrice, donc je tiens aussi à dire merci aux membres du Crash et surtout à Violaine pour m'avoir en fait offert cette opportunité. Et finalement, je tiens à vous remercier à toutes les personnes qui sont présentes en ligne pour leurs intérêts. Donc, voilà, pour commencer, en fait, je vais commencer par vous montrer le plan. Oups, ça ne changer. Attends, mais tu es sûr que les gens entendent? Peux-tu demander si les gens entendent? Est-ce que vous entendez? Non, c'est... Non, ça ici, c'est supposé marcher. Ok, Oui, OK. oui, oui, OK. OK, 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 merci. merci. Euh, donc, en fait, je vais juste vous montrer un plan de la présentation, mais ça ne change pas. Juste un instant. Donc, faut Je peux cliquer. juste cliquer ou utiliser ça. OK. Donc, voici le plan, en fait, de la présentation. Donc, je vais commencer par une très brève introduction. Ensuite, j'aborderai des questions plus relatives à la problématique et je vais faire un bref retour, en fait, sur la revue de littérature que j'ai utilisée. Je parlerai aussi des concepts clés et j'aborderai un peu les considérations de type plus méthodologique. Et Julie, justement, ma conjointe, vous lira en fait un extrait du récit et en fait, on finira avec la conclusion. Donc, en guise d'introduction, en fait, ce que je voudrais faire, je voudrais vous lire en fait une partie de mon, une partie en fait de mon introduction. Donc, voilà. Mon expérience de la précarité demeure la chose la plus stable que j'ai vécue jusqu'ici. Mes premiers souvenirs en ce sens remontent aux lueurs déjà lointaines de l'enfance. La précarité y est personnifiée par la figure léviathanique de mon père, sa voix forte et orageuse, sa carrure large et écrasante. À mes yeux d'enfant, ce tête presque surnaturelle incarnait une lune noire, susceptible d'éclipser la lumière du soleil en un clin d'œil, une bouche énigmatique qui avait le pouvoir d'engloutir tout l'air d'une pièce d'un seul coup. D'aussi loin que je me souvienne, voyez-vous, la précarité m'a toujours été un compagnon d'une fidélité à couper le souffle. Précarité économique et financière, précarité professionnelle, précarité sociale, précarité résidentielle. À ce propos, plus d'une fois, j'ai failli me ramasser à la rue, incapable de payer mon loyer, n'ayant personne vers qui me tourner, sans ressources, sans secours. D'autres fois, livré à la merci de propriétaires véreux, j'ai occupé des logements à ce point insalubres, souris, moisissures, coquerelles, que je n'osais inviter personne chez moi. La honte se faisait un bûcher, j'y brûlais, silencieux. Une autre forme de précarité féconde les autres et les amplifie. Je peine à l'exprimer nettement, tant elle me semble par moments évanescente. Pourtant, impossible de m'en défaire. Elle me tient, et d'une poigne si ferme que par moments, j'en suffoque. Comment dire? Le fait d'être noir, dans bien des circonstances, s'avère une circonstance aggravante. Une épée de Damoclès qui pendule sur ma tête et peut se détacher à tout moment. Bien imprudent celui-là qui oserait baisser la garde. Ici, mon inquiétude est d'autant plus grande
que mon fils a hérité de facto de cette malédiction, de cette noire malédiction. Je dois pourtant lui inculquer des principes de vie en espérant limiter les préjudices. Je dois lui inculquer, lui inoculer à petite dose le vaccin de ma condition dans l'espoir qu'il en sera immunisé. Comment contribuer à faire de mon fils un individu libre et un citoyen épanoui dans un contexte social qui lui est à ce point hostile? Plus largement, comment se sent une personne locataire tandis que le lourd genou de la précarité résidentielle écrase son cou? Comment apprivoise-t-elle les émotions qui l'accablent? Comment fait-elle sens, cette personne, d'un tel accablement? Quelle réflexion existentielle et morale traverse son esprit alors qu'elle asphyxie? Donc, voilà pour ce qui est... Mais là, j'ai mis deux questions, mais c'est juste pour peut-être plus pour contextualiser, en fait, parce que dans le cadre de ma recherche, comme je m'intéresse, en fait, à la manière dont les politiques publiques influent sur les émotions des locataires qui vivent la précarité résidentielle. Donc, je me suis un peu inspiré d'un auteur, d'un sociologue américain, en fait, W.E. Du Bois. Dans son livre, en fait, Les âmes du peuple noir, il se pose la question à savoir qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, en fait, d'avoir toujours été considéré comme un problème? Bien entendu, il parle du contexte, de la situation des Noirs dans le contexte américain. Et moi, j'ai tenté, en fait, en faisant mes recherches, d'actualiser cette question dans le contexte québécois du logement. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que cela fait à une personne locataire d'avoir toujours vécu, je pourrais même dire de toujours vivre dans la précarité résidentielle? Et autre question, en fait, c'est pourquoi tant de personnes locataires tentent-elles à renoncer à la défense de leurs droits en matière de logement? Notamment, c'est ce que montrent en fait les recherches de CIMAR en fait sur la précarité résidentielle chez les personnes vieillissantes, où quand je faisais mes lectures, une chose qui m'avait particulièrement frappé, en fait, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes locataires, en tout cas un nombre conséquent de locataires vieillissantes qui préféraient en fait négocier avec leurs propriétaires ou simplement renoncer d'aller devant le TAL, même si ces personnes-là estimaient que leurs droits en matière de logement n'étaient pas respectés. Donc, à la suite de quoi, donc j'aimerais en fait aborder des questions en fait relatives à la, oui, des questions en fait relatives à la problématisation. Donc, j'ai titré ou sous-titré en fait les locataires sont en quelque sorte, les personnes locataires sont en quelque sorte prises entre l'enclume du marché et le marché du tal et le marteau du tal, plutôt le marteau en fait des administrations publiques. Là, j'ai pris un extrait, en fait, d'une loi, en fait, qu'on a au Québec, loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Donc, cette loi-là, le premier paragraphe, en fait, explique ceci. Donc, la présente loi vise à guider le gouvernement et l'ensemble de la société québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté et en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. En fait, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut vraiment dire que les politiques publiques qu'on a adoptées en fait en matière de logement et en matière de lutte contre la pauvreté respectent vraiment cet engagement? En fait, parce que c'est quand même, c'est une loi et une loi, en fait, ça vient en fait avec des obligations de la part des institutions publiques. Donc, c'est-à-dire que les institutions publiques doivent respecter euh, en fait, c'est ce que ces institutions-là promeuvent. Mais on se rend compte que dans l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut dire que les décisions du TAL en matière de droit au logement contribuent en quelque sorte à favoriser euh, l'avènement, on va dire, d'un Québec sans pauvreté
Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est que aussi le paragraphe 9 en fait, de la même loi parle ouvertement du logement, en fait. Donc, une manière de combattre la pauvreté, c'est en fait de favoriser l'accès à un logement qui est beaucoup plus abordable et sans que ça n'affecte en fait les autres aspects de la vie quotidienne. Et donc, en ce sens, moi, ce que je voudrais faire, je voudrais parler, mais contextualiser, d'aller plus dans le contexte québécois, en fait, avec des recherches qui ont été menées. Mais je pense notamment dans le cadre de, on va dire, de ma revue de littérature, il y a les textes, en fait, les recherches de Maltais et Bélanger qui parle de la gentrification, donc qui est relative à la problématique de la précarité résidentielle. Et ce que Maltais et Bélanger, en fait, proposent, ce serait que jusqu'à maintenant, on a remarqué que dans beaucoup de cas, ce qui se fait par rapport à la recherche, en tout cas à l'échelle du Québec, par rapport à la précarité résidentielle et à la gentrification, c'est que c'était plus des recherches de type descriptif. Donc, là, maintenant, Maltais et Bélanger proposent plutôt qu'on adopte des recherches de type plus qualitative et interprétative. Donc, elle propose en fait, Maltais et Bélanger proposent, pour comprendre la problématique de la gentrification et de la précarité résidentielle, de s'intéresser aux gens et aux lieux et en tant que tel aux pratiques. Et en fait, après Maltais et Bélanger, il y a aussi Bélanger et Lapointe qui s'intéressent en fait à la manière dont les discours en fait des acteurs dominants en matière de logement et de gentrification, en fait, viennent codifier la réalité sociale, donc viennent faire en sorte que la réalité, viennent faire une lecture de la réalité sociale qui vont dans leur sens, qui vont en fait, cette lecture-là de la réalité sociale va dans le sens de, de leur vision en quelque sorte du monde. Donc, ça instaure une forme de relation de pouvoir qui leur est avantageuse. Et je voudrais aussi parler, il y a aussi les recherches en ce sens de Goudreau, de Gaudreau, Houle, Bélanger et Rutland, en fait, qui expliquent que le processus de financiarisation, en fait, du marché de l'habitat, du marché, en fait, du logement, ça affecte significativement le droit au logement. Donc, dans un sens, ça affaiblit, en fait, le droit au logement. Et je voudrais aussi mentionner les recherches en ce sens de Goyer et Dufault, qui, en fait, dans un rapport publié en 2023, qui s'intéresse en fait aux décisions du TAL et qui s'intéresse en fait au TAL et Goyer, en fait, et Dufault ont constaté que les décisions du TAL en matière de logement, en fait, tendent à favoriser davantage les propriétaires au détriment de locataires, à plus forte raison quand ces locataires-là sont en quelque sorte défavorisés, sont précarisés. Donc, dans le cadre, en fait, de mes recherches, Attends, je pense oui. qu'il faut admettre des gens, c'est ça? Non, non, c'est que il y a quelqu'un qui j'essaie d'envoyer une idée à quelqu'un. Ok, excuse-moi. OK, non, ça va. Donc, oui, moi, j'ai utilisé essentiellement deux concepts clés. Je vais les aborder très brièvement, surtout par rapport à la précarité résidentielle, parce que je sais que Simard, dans certains échos du crash, en fait, en a parlé. Donc, je dirais simplement que il y a deux concepts, en fait, sur lesquels se basent mes recherches. Le premier concept, c'est le concept de précarité résidentielle. Donc, en gros, il s'agit d'un éventail de conjonctures qui sont susceptibles de rendre l'accès au logement inadéquat, incertain, voire carrément inabordable. Donc, il s'agit d'une situation où les locataires, en fait, ne sont pas en mesure de bénéficier en fait des conditions favorables à un logement, on va dire, convenable. Donc, le deuxième concept, c'est structure de sentiment, qui est un concept en fait de William. La structure des sentiments, en fait, une structure de sentiment
Ce que ça implique, c'est que l'expérience vécue de signification et de valeurs émergentes sont en opposition, en fait, aux idéologies déjà articulées et codifiées des institutions socialement établies. Donc, autrement dit, c'est que ce que ça fait, les structures de sentiment, donc, les locataires, en fait, quand ils vivent certaines formes de précarité, quand la réalité sociale, d'une certaine manière, leur est hostile, ces locataires peuvent vivre, en fait, cette hostilité-là sans que ce soit forcément admis par les idéologies en place ou, en tout cas, à tout le moins, les idéologies dominantes. Donc, on n'a qu'à penser, par exemple, à la forme de lecture qui se fait par rapport à la crise du logement actuel où on nous parle souvent que c'est une question d'offre et de demande. Donc, ce que ça fait quand on parle d'offre et de demande, c'est qu'on ne peut pas réduire la crise du logement, en fait, simplement à une question d'offre et de demande, parce que pourquoi ça va encore dans le sens d'une lecture économique et financière? Donc, comme quoi il y a aussi une forme de, ce que j'appellerais en fait une forme de néolibéralisme, en fait, et où en, plus précisément une forme de capitalisme urbain où ce qui importe, en fait, c'est de regarder des indicateurs comme des indicateurs comme l'offre et la demande, alors qu'il y a aussi tout le rapport qu'on a, en fait, au logement. Le fait de se dire, par exemple, est-ce que le logement peut être considéré, en fait, comme simplement une marchandise? Donc, donc voilà, et ce qu'il y a de particulier aussi dans la structure de sentiment, c'est que quand les locataires, comme ces expériences-là, les expériences que vivent les locataires par rapport à la précarité résidentielle ne sont pas forcément reconnues par les institutions publiques et les idéologies dominantes, donc on a tendance à dire que c'est quelque chose de privé et de marginal. Donc, on ne comprend pas, les institutions publiques n'admettent pas forcément que c'est une forme de problématique, donc comme s'il s'agissait en fait d'un cas isolé. Euh, ok. Donc, pour ce qui est des considérations en fait méthodologiques, moi j'ai utilisé ce qu'on appelle en fait l'auto-ethnographie. L'auto-ethnographie qui est en fait que Paet définit comme une méthodologie de la proximité, une manière normale, spontanée, naturelle, quasi instinctive d'approcher le monde, de l'interroger et de le comprendre. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet en fait d'accorder une certaine place en fait aux émotions. Et moi, j'ai jugé que vu que mon but en faisant de la recherche par rapport à la précarité résidentielle, c'est que je m'étais rendu compte qu'il y a des choses, certaines réalités que je vivais et qui n'étaient pas forcément, en fait, que je ne trouvais pas forcément dans les recherches, par exemple. C'est-à-dire que c'est quand déjà les recherches en matière de logement, en matière de précarité résidentielle, en tout cas dans le contexte, on va dire, québécois, il y a très peu de recherches qui parlent des émotions en tant que telles. Et même quand il y en a qui parlent des émotions, c'est que des émotions sont souvent caractérisées d'une certaine manière, on va dire, plus objectivement. Donc, on prend c'est comme si c'est considéré d'un point de vue extérieur. Mais moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était en adoptant la posture de l'auto-ethnographie, ou plutôt de l'auto-ethnographie institutionnelle, c'était de réussir, en fait, à faire ressortir, à faire émerger, en fait, que, qu'on- certaines réalités que je considère comme des angles morts en tant que tels de la recherche en matière de logement. Donc, dans l'auto-ethnographie, disons qu'on a trois termes. Il y a auto, qui est pour soi, ethno, qui a rapport en tant que tel avec la culture, et graphie, c'est plus le processus en tant que tel de recherche. Donc, ma recherche se base plus sur l'auto et l'ethno. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était de me baser un peu sur mes expériences de la précarité résidentielle pour faire ressortir des phénomènes
plus à l'échelle sociale, donc plus dans la culture environnante, plus pour faire ressortir, voilà, dans mon environnement, en me basant sur mon vécu, voilà ce qui se passe en tant que tel dans mon environnement social. Et donc, la première posture, c'était l'auto-ethnographie. La deuxième posture, en fait, c'est la recherche-création littéraire. La recherche-création, si on veut, il y a de la recherche et de la création. Donc, c'est une manière, en fait, de créoliser ou de faire une forme d'hybridation entre la recherche de type universitaire et la création, dans mon cas, qui est littéraire. Donc, la recherche-création, en fait, peut se définir comme étant une approche de recherche. Ça combine, en fait, les pratiques de création donc, ça peut être la création artistique, mais aussi d'autres types de création et la production, en fait, et des recherches de type universitaire. Ce que ça permet de faire, ça a un caractère, en fait, qui est émergent. Donc, et ça permet, en fait, grâce à ce caractère émergent-là, on va dire, d'innover en matière de recherche. Donc, euh, maintenant, en fait, ce que je vous ai présenté, j'ai essayé de faire ça, on va dire, d'une manière brève, parce que je veux quand même vous laisser pas mal d'occasions pour me poser des questions par rapport au processus. Donc, je vais peut-être faire, avant que Julie, ma foi, ne lise l'extrait, en fait, du récit, ce que je voudrais faire, c'est une mise en contexte, en fait, par rapport au récit en tant que tel. Donc, l'extrait que vous allez lire, ça se passe, en fait, au TAL. J'essaie de relater, en quelque sorte, quand j'ai été à des audiences, en fait, au TAL, et le processus que j'ai trouvé vraiment, disons, très injuste. Et là, en fait, j'essaie de restituer une scène où il y a en fait trois personnages. Donc, d'un côté, et les noms, en fait, sont fictifs pour des raisons évidentes par rapport à les protections, en fait, juridiques. Et donc, il y a d'un côté Bouclette, qui est en tant que tel le juge, et il y a Del Piero, qui est le propriétaire. Donc là, à cette audience-là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est admis dans la salle d'audience, le juge, normalement, demande une preuve de notification. Donc, comme quoi que la demande a été, et, a été communiquée en tant que telle au locataire. Donc, ce qui se passe, c'est que le propriétaire avait fait une demande d'augmentation de loyer, mais qu'on avait refusé parce qu'on jugeait l'augmentation abusive. Et il n'a pas fourni, il a fait une demande subséquente. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fourni à temps les preuves au TAL. Donc, il fallait soumettre, il y a un délai en fait pour soumettre tous les documents au TAL, de les verser au dossier, mais il ne l'avait pas fait. Donc, ce qui avait annulé automatiquement la demande. Donc, il a fait une demande subséquente pour qu'il puisse, en fait, pour qu'on puisse rouvrir le dossier par rapport à la demande d'augmentation de loyer. Donc, sur ce, Attends, ouais. oui. Et ouvrir le micro. Je pense que j'ai vu que Julie. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Non. Mais je pense pas que j'ai besoin d'arrêter le partage d'écran. Je veux juste. Mais ça sera plus agréable de voir Julie lire que de voir. Elle veut pas. C'est pas sur caméra. Ah, je tiens à vous préciser que Julie préfère ne pas être sur caméra, donc Ça fonctionne. ça fonctionne? Oui. OK. Tu peux y aller. Bouclette tord machinalement le cou vers son ordi. Vous êtes donc ici pour une demande subséquente. Puis, s'adressant au propriétaire. Vous voulez être relevé de votre défaut d'avoir transmis les documents au TAL dans les délais prescrits? Oui, votre honneur, répondait le Pierrot, après un moment d'hésitation. Avez-vous la preuve de notification? Oui, votre honneur.
Le proprio, une feuille à la main, fait claquer ses talons jusqu'au comptoir du juge qui prend la feuille tendue. Celui-ci fait mine de la scruter. Entre-temps, le proprio rebrousse chemin. Cette façon dont il a te dire Votre honneur, brrr, ça me tape grave sur la rate. Procédons, fait le juge. Monsieur le juge, puis-je voir la notification? Bouclette a semblé surpris par ma requête. Allez savoir pourquoi. Ma voix, qui tremblait un peu au départ, a retrouvé sa consistance. Envolé, mon mal de ventre. Bien sûr, finit-il par concéder au bout d'un instant. Je me lève et, après quelques pas, attrape le document. Me voici revenu à ma place. J'enlève mes lunettes et approche la feuille de mon nez. À mon tour d'accuser un air attentif. Monsieur le juge, j'ai dit, cette notification correspond à la demande de modification de bail pour l'augmentation de loyer. La date d'émission est antérieure à la date de la demande subséquente. Par conséquent, redonnez-moi le document, m'interrompt sèchement Bouclette, l'air irrité. Je m'exécute, après un coup d'œil, le juge. Monsieur Del Piero, vous n'avez donc pas notifié la demande subséquente au locataire? Pas une once de reproche dans la voix, un ton cordial, presque obséquieux. N'empêche, les choses étant ce qu'elles sont, je garde le cap. Puis-je savoir quelles circonstances exceptionnelles ont empêché M. Del Piero de notifier la demande conformément aux indications du TAL, dis-je? Le proprio, rougissant, comme s'il vient brusquement d'attraper un coup de soleil dans l'ombre, se met à bégayer. Euh, votre, votre, votre honneur, j'avais mal compris qu'il fallait notifier la demande au locataire. J'ai appelé au TAL et madame m'a expliqué que ce n'était pas nécessaire, vu que les locataires avaient reçu l'avis de convocation. Le juge, dégoulinant de sollicitude. Oh, monsieur Del Piero, je suis désolé qu'on vous ait mal informé. Je manque de tomber en bas de ma chaise. J'hallucine. C'est la seule explication logique. Mes oreilles, ces farceurs, me font une mauvaise blague. Ce doit être ça. Et pourtant, non. Elles sont archi sérieuses, mes oreilles. Graves même. N'empêche, les choses étant ce qu'elles sont. Mais qu'est-ce qu'elles sont au juste? Allons, Alex, ressaisis-toi. Monsieur le juge, je voudrais lire un extrait du courriel qui avait été acheminé à Monsieur Del Piero par le TAL en lien avec l'obligation de notification de la demande à l'autre partie. Monsieur Blaise, je vais vous interrompre. Ce courriel n'est nullement pertinent en ce qui nous concerne ici. Vous devez vous concentrer uniquement sur la demande subséquente et non la demande de modification de bail. Justement, il me semble que le courriel Monsieur Blaise, je ne me répéterai pas. En un éclair, le bleu de ses pupilles s'est évaporé. N'y rugit qu'un gris orageux que durcit la fermeté du ton. La raucité de la voix me saisit. Seau d'eau froide jeté à ma figure. J'ai rapetissé illico. Ou lui s'est agrandi en s'il vous plaît. Allez savoir. Voilà. Merci, merci Julie pour la lecture. Donc, en guise de conclusion, en fait, ce que j'espère en fait apporter comme contribution dans le cadre de mes recherches, c'est-à-dire, ce serait, ben, pour ce qui est des chercheurs, ce serait en fait qu'on puisse accorder dans la littérature ou dans les recherches une place plus grande ou plus significative aux émotions et à la subjectivité, en fait, des locataires dans la recherche sur l'habitat ou sur le logement. Donc, parce que en ce qui me concerne, je crois que ça va permettre peut-être de mieux comprendre ce que vivent les locataires d'un point de vue émotionnel et comment, en fait, faire en sorte d'adapter la recherche pour que cette dimension, en fait, soit davantage prise en compte. Pour ce qui est des organismes communautaires, en fait, ce que j'espère faire avec ma recherche, c'est de fournir des éléments de type plus subjectif,
donc par rapport aux émotions, qui vont être en fait en mesure d'éclairer sur le rôle que jouent en tant que tel les émotions dans les luttes sociales. Mais ça, c'est dans un contexte où, par exemple, certaines personnes, en fait, locataires, peuvent, en fait, éprouver du mal, en fait, à s'adresser aux organismes communautaires parce que soit pour un problème de confiance, soit aussi par rapport à forme de cynisme ambiant. Donc, le cynisme, c'est-à-dire l'impression que peu importe ce que fait, ça, en fait, ça vaut pas la peine de se battre parce que c'est perdu d'avance. Donc, j'estime que le fait que les organismes communautaires soient peut-être mieux en mesure de comprendre les émotions que vivent les locataires qui vivent la précarité résidentielle, ça va être à même de renforcer la lutte sociale. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de donner un témoignage à la fois scientifique et personnel, mais du point de vue de l'intérieur. Donc, là, c'est la période, enfin, telle des questions. J'ai préparé, donc, deux questions, mais cela dit, moi, je vous invite plutôt, en fait, à me poser des questions, mais j'ai quand même préparé deux questions, pour animer un peu la discussion. Donc, comment les organismes communautaires peuvent-ils s'appuyer sur les émotions que vivent les locataires précaires à des fins de lutte sociale? Puis la deuxième question, c'est comment la prise en compte de la subjectivité des locataires précaires peut-elle contribuer à bonifier la recherche sociale en matière de logement? Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez poser les questions dans le chat aussi ou prendre la parole. Moi, je peux commencer Je ne sais pas si on t'entend bien à partir de là-bas. Mais de là, on devrait m'entendre. Donc, merci beaucoup, Alex, pour cette présentation. En fait, quand j'entendais la lecture de Julie, je me disais, mais c'est du théâtre. Enfin, finalement, et donc, c'est une question un peu qui va dans ce sens-là. On va de plus en plus dans certaines formes de diffusion de la recherche vers des conférences gesticulées, vers des mises en récit un peu alternatifs, même si ça reste très, très à la marge. Et toi, avec la finalisation de ta maîtrise, est-ce que tu imaginerais faire des lectures publiques, par exemple, ou faire des scénettes éventuellement qui pourraient justement favoriser, comme tu l'aimerais, cette prise en compte à la fois et de la subjectivité et des émotions des individus qui sont face à ces enjeux de précarité résidentielle? Oui. Mais en fait, oui, justement, Tamara m'en a parlé la dernière fois. Et oui, c'est quelque chose, en fait, que j'aimerais faire pour la simple bonne raison que, pour moi, ce serait plutôt une forme plus incarnée, donc, qui serait plus, on va dire, il y a une dimension physique aussi. Et ce que j'ai pas mentionné, c'est que ça permet aussi le fait que ce soit public, le fait que ce soit visible d'une certaine manière et le fait que ce soit une forme de mise en récit, ça fait en sorte que c'est comme si je donne en tant que tel ma version de l'histoire et à la vue de tout le monde. Parce que quand je lis un jugement d'Utal, ben, les jugements en ce qui me concerne, moi je les ai lus et je les ai lus très attentivement. Ce qui m'avait marqué, c'est une forme de ce qu'on appelle une forme de performativité. Pourquoi? Parce que c'est comme si il y a des éléments en tant que tels que quand tu lis le jugement, qui ne font pas du tout partie du jugement, et toi, tu lis ça, tu te dis, mais il me semble qu'il manque des choses, en fait, à ce jugement-là. Et il y a un aspect aussi qui est comme définitif, parce que c'est là, c'est devant toi, c'est incarné. Je veux dire, c'est pas juste des mots que tu lis, mais il y a une feuille de papier, c'est très physique. Et le fait de pouvoir performer, on va dire, de faire la lecture de mes recherches en tant que telles. Je pense que oui, ce serait une bonne idée parce que ça permettrait en tant que tel d'incarner physiquement qu'est-ce que c'est que la précarité résidentielle et non pas qu'on reste dans une forme de bulle pour
dire que ben, la précarité résidentielle, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'amener ça sur la place publique. Et pour moi, c'est une forme de lutte en tant que telle pour reconquérir l'espace. Parce que quand on parle de gentrification et de précarité résidentielle, c'est beaucoup en lien avec l'appropriation de l'espace. Donc, le fait de l'incarner dans un lieu avec des gens, c'est aussi une manière non seulement de s'approprier de l'espace, mais aussi, c'est une manière aussi d'inverser les relations de pouvoir. Il y a quelqu'un en ligne qui propose que ce soit une série, tellement c'est riche le sujet que tu abordes. Puis il y a quelqu'un d'autre qui demande si vous avez demandé au TAL l'enregistrement audio de votre audience pour la recherche. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait? Non, non, en fait, ça, je sais pas en fait jusqu'à quel point ben, c'est possible, là, parce que ça, j'y avais pas pensé, mais à des fins de recherche, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des notes, en fait. Donc, je prenais des notes, il y a aussi des voices aussi, c'est-à-dire que quand je sortais d'une audience, ben, je savais que je voulais en faire quelque chose. À l'époque, je pensais pas en faire de la recherche, mais ce que je faisais, c'est que je prenais des notes tout de suite et j'essayais le plus possible de ne pas me fier à qu'est-ce qu'un tel ou un tel va penser de mes notes, parce que quand je commence à entrer dans cette dynamique-là, je me dis, est-ce que c'est logique ce que je pense? Est-ce que c'est pas trop narcissique? Donc, j'avais toutes sortes de préoccupations. Donc, moi, ce que je faisais pour la collecte de recherche, pour les données, ce que je faisais, c'est que je prenais des notes et je prenais aussi des voices. J'essayais d'avoir le plus de prendre des notes, surtout par rapport à comment est-ce que je me suis senti sur des détails précis pour donner en fait plus de force et de crédibilité. Parce que dans l'auto-ethnographie, il y a un type qui est plus objectif. Donc, il y a plusieurs types. Mais le fait d'arriver avec une certaine forme d'objectivité, de dire, bon, voilà, en tant que tel, le juge m'a parlé, le juge a fait telle ou telle chose, le propriétaire a fait telle ou telle autre chose, le fait de décrire la salle, parce que là, j'ai lu qu'un extrait, tout ça, ça donne en fait plus de crédibilité et ça permet aux lecteurs et aux lectrices de mieux de mieux rentrer en fait dans ton univers. Oui, merci pour la réponse. Je sais qu'il y a eu un problème avec le lien Zoom. Je vais vous renvoyer un courriel avec l'enregistrement qui va être sur notre chaîne YouTube cet après-midi. Puis, je vais partager aussi Chloé qui te mentionne qu'elle est une compagnie de théâtre de l'opprimé et nous faisons ce genre de projet que vous évoquez, mise en corps et scène de ces enjeux avec le site web. Je vais pouvoir te l'envoyer par courriel après. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat si tu veux le lire. Oui. Ah, OK, oui. Mais en tout cas, merci. Oui, c'est toujours possible de demander l'enregistrement audio. Simplement, le TAL s'arrange pour que l'accès à cette information soit très compliqué, ce qui contribue à la précarité, qui ne connaissent pas nécessairement les rouages. Oui, effectivement. Oui, je pense que... Ben, l'autre aspect aussi, c'est que des fois, quand tu arrives, t'es un peu... t'as pas forcément l'occasion de consulter enfin, en tant que tel. Donc, parce que moi, mes recherches, c'est moi-même qui les faisais. Donc, j'allais lire la jurisprudence pour préparer ma défense. Et une fois que tu es face à un juge, il y a tout l'aspect aussi des émotions parce que tu te sens un peu, on va dire, sur la corde raide. Donc, tu ne penses pas forcément à quelle stratégie que tu vas adopter, mais merci en tout cas pour cette information. Et il y a Claudia qui a levé la main. Donc, je te donne la parole. Oui, comme on ne peut pas unmute soi-même, je ne pensais pas qu'on pouvait. Il faudrait mentionner que si quelqu'un veut poser une question, il faut lever la main. C'est pas évident. Oui, c'était juste pour dire, c'est moi qui mentionnais l'idée de faire une série. C'est un sujet qui est très riche, très intéressant, puis qui est comme relativement nouveau. Donc, c'est difficile à assimiler d'un coup. Mais si vous faisiez une série avec Crash de choses comme ça, d'aborder ce sujet-là plus en détail sur peut-être plusieurs séances, ça, je pense qu'il y aurait du monde, puis moi, en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup.
je pense que, tu sais, on n'est pas beaucoup en ce moment, mais il y a eu un bug avec le lien, donc il y aurait probablement le double de monde s'il n'y avait pas eu le bug de lien. Donc, je pense que ça peut intéresser du monde. C'est étonnant qu'il y ait autant de monde avec un bug de lien comme ça. Voilà, c'est bravo pour votre sujet. Je suis arrivée à E20, donc moi aussi, j'ai raté tout le début. Puis, je suis dégoûtée d'avoir raté parce que j'aurais aimé ça, en savoir plus, mais ouais, je pense que c'est très important. Puis, quand vous dites les organismes communautaires peuvent-ils s'appuyer sur les émotions, je pense qu'ils le font beaucoup dans les manifestations. Ils construisent leurs bannières basées là-dessus. C'est beaucoup des slogans qu'ils mettent sur leurs bannières quand on va dans les manifs. C'est sur le ressenti pour que les gens soient galvanisés puis qu'ils marchent en scandant puis que tout ça. Donc, ils utilisent ce vecteur-là de l'émotion. Puis moi, ça m'a beaucoup parlé, ce sujet, parce que justement, ouais, ça faisait longtemps que j'avais ajouté ça à mon calendrier, mais hier, j'ai une amie qui est allée au TAL et qui a gagné un peu la même chose que l'exemple que vous citiez, c'est-à-dire c'est une erreur de procédure. Ils ont cité un projet de loi, mais qui n'était pas valable, il n'était pas valide. Et comme quoi, il faut vraiment que les locataires aient moins peur d'aller au TAL parce qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense, que ça a l'air. Quand on regarde les formes, quand on regarde comment on reçoit les courriers, quand on regarde le site Éducalois, qui est tout formulé pour les propriétaires, c'est-à-dire que la manière dont sont structurées les informations, c'est comme si, je suis sûre que c'est pas volontaire, mais c'est structuré de manière à faire peur, on dirait. Euh, C'est-à-dire qu'ils mettent d'abord les raisons pourquoi vous ne pouvez pas rien faire contre. Puis après, à la fin, ils vont dire, ah oui, il y a ça que vous pourriez peut-être. Tu sais, là, genre, moi, ça m'est souvent arrivé que je regardais les informations, puis j'étais comme, ça me prenait 3, 4 jours avant d'être capable d'assimiler parce que ça me stressait trop. Le début, c'était juste des affaires négatives, c'était juste des affaires qui ne marchent pas. Puis j'étais comme, oh my God, c'est trop. Je remets ça à plus tard. Donc là, je revenais, puis à un moment donné, je finissais par lire le bout. Puis là, ah, ben pourquoi ils n'ont pas dit ça au début? Tu sais, genre, prendre en compte le côté émotionnel. Le locataire, il est déjà en souffrance. Le propriétaire, il veut faire plus de cash ou il veut récupérer quelque chose, mais il n'est pas dans la merde, là. Le locataire, il est dans la merde. Il est nécessairement affecté dans son quotidien, dans sa sécurité financière, dans sa sécurité profonde. Donc, nécessairement, les choses devraient être formulées plus de leur bord, puis la régie devrait être plus de leur bord, ce qu'à un moment donné, les gens ils pensaient que c'était le cas. Après, les gens pensaient que c'était le contraire. Bon, il y a plein de légendes urbaines là-dessus. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a des bonnes raisons pour prendre ça en compte, ce dont vous parlez. Puis je pense que c'est un sujet qu'il faut parler le plus pour faire comprendre que c'est grave ce qui nous arrive. Voilà. Merci. Oui, en tout cas, merci, merci pour le commentaire, en fait. C'est très apprécié et je voudrais peut-être ajouter, ben, en écho à ce que vous venez tout juste de dire, c'est que moi, quand je faisais mes recherches, je me souviens parce que je lisais la jurisprudence, justement, et j'étais sûr de mon coup parce que tu sais, je m'étais dit, bon, OK, je lis la jurisprudence, c'est une erreur de procédure, donc c'est sûr que ça ne peut pas passer parce que c'est une erreur de procédure. Puis quand je cherchais dans la jurisprudence, euh, systématiquement, en fait, je me souviens que les décisions que je trouvais qui accordaient, en fait, je pense, qui accordaient, en fait, qui accueillait la requête du propriétaire parce qu'il n'avait pas fourni les notifications à temps, ça disait que c'était accueilli en fait, systématiquement. Donc moi, je pense que j'ai trouvé juste un cas où une requête a été refusée, mais c'était un locataire en fait. Donc, tu sais, déjà là, je commençais quand même à avoir des doutes, mais je m'étais dit, bon, OK, j'avais bien calculé. Et c'est ça. Donc, moi, j'arrivais là dans un contexte où j'avais relativement confiance, mais la réaction, parce que ce qu'il y a aussi au TAL, c'est que c'est un contexte qui est très formel, parce qu'on est dans une cour de justice d'une certaine manière, donc c'est un tribunal plutôt. Et dans la salle, il y avait moi, le juge et le propriétaire.
Donc, il y a aussi un contexte qui est très informel parce qu'il peut se permettre de s'adresser à toi d'une certaine manière, il peut commettre des erreurs. Donc, c'est pour ça que je pense que l'aspect de demander l'enregistrement, c'est quand même quelque chose qui est comme très important. Mais quand tu vis cette situation-là, c'est quelque chose, je trouve, qui est comme très déconcertant. À la rigueur, je dirais même c'est un peu quelque chose de kafkaïen parce que tu fais face à une absurdité, mais tu te dis comment je vais expliquer en tant que tel cette absurdité-là. Et même comme la manière dont tu te sens, tu te dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Donc, au lieu de dire que dans la procédure, il y a quelque chose qui cloche ou dans l'attitude du juge, on dirait qu'on a tendance à se tourner d'abord vers soi, à s'accuser d'abord soi-même. Donc, en tout cas, merci parce que ça a eu beaucoup d'écho avec en tant que tel ce que j'estime avoir vécu au TAL. On a le temps peut-être pour un dernier commentaire. Question ici, un commentaire de Claudia aussi. La Euh, notion de violence institutionnelle. Oui, j'ai une question. Attends, je te donne la parole. Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup, Monsieur Blaise. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, est-ce que vous m'entendez? Oui. oui, oui, très bien. Dans le fond, je parlais de l'enregistrement parce que, donc, moi, j'ai vécu exactement la même chose. J'étais face à une juge qui m'a vraiment, j'étais complètement déconcertée. Bref, ça s'est mal passé. Puis finalement, l'audience n'a même pas eu lieu parce que l'avocate du propriétaire a trouvé une façon de faire annuler ma demande. En tout cas, tout ça pour dire que moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans le fond, c'est très opaque ce qui se passe au TAL. Tu sais. Puis quand on n'a pas d'expérience, qu'on n'est pas un avocat, qu'on n'est pas un propriétaire qui est allé souvent au TAL, là, moi, je commence à faire plusieurs fois que j'y vais, mais je pense que le problème, c'est aussi qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On a beau lire des jugements, on a beau discuter avec des gens, tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là, on ne sait pas c'est quoi. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que vous faites, c'est la mise en récit. C'est-à-dire que, pourquoi je parlais de l'enregistrement, c'est que moi, j'ai réussi à obtenir, tu sais, j'ai fait cette demande-là, c'est compliqué et tout, mais on peut le faire. Puis c'est intéressant de réécouter qu'est-ce qui s'est passé, de voir comment nous, on a réagi, qu'est-ce que le juge ou la juge a dit, etc. Mais ces enregistrements-là, on n'a pas le droit de les diffuser publiquement. Fait que ce que je trouve intéressant avec la mise en récit, c'est la possibilité justement de utiliser, dans le fond, les paroles qui sont, que les juges disent dans ces enregistrements-là, mais de les faire, que ce soit des acteurs ou quelqu'un qui lit à quelque part le texte, tu sais, puis qu'il y a un côté pas fictionnalisé, mais c'est ça, une mise en récit qui nous permette de comprendre ce qui se passe de l'autre côté des portes, tu sais. Fait que ça pourrait être, je trouve que c'est intéressant pour les locataires de pouvoir écouter une mise en récit, justement, qui serait basée sur un fait réel à partir d'un enregistrement. Parce que dans le fond, si on fait, par exemple, un documentaire, on pourrait très bien utiliser ça, puis faire, mettons, un film d'animation, puis reprendre tel quel qu'est-ce qui a été dit. Parce que, dans le fond, je pense que ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est simplement de diffuser l'enregistrement tel quel. Fait en tout cas, c'est ça que je voulais. C'était comme pas vraiment une question, là, excusez, c'était juste. Mais je me demande à quel point on pourrait, tu sais, comme diffuser ça grâce à la mise en récit, justement. Oui, mais je trouve que c'est tout à fait pertinent, en fait, parce que ben, non seulement ben, moi, j'apprends quelque chose d'être dans un contexte de copartage, mais oui, moi, sur le coup, en fait, moi, j'y avais pas pensé parce que je me disais, OK, je voulais surtout mettre l'accent sur les émotions, mais c'est vrai que d'avoir accès, en fait, aux, à l'enregistrement ou aux enregistrements, ça aurait bonifié davantage mes recherches en tant que telles. Parce qu'il y aurait peut-être lieu de faire d'autres types d'analyses aussi, mais sans diffuser le récit en tant que tel. En tout cas, merci. Puis, je vais peut-être répondre. Attends, commentaire de... Il y a quelqu'un tantôt qui parlait de violence. Violence institutionnelle. Euh, je ne l'ai pas nommé tel quel, mais dans la présentation, sauf que c'est quelque chose qui est très présent dans le récit en tant que tel. Parce qu'il y a ce que j'appelle le processus de métaphorisation dans le récit. Donc, pour raconter une histoire, ben ça, on le fait en fait. Je dis pour une histoire, mais dans la vie de tous les jours, on utilise des métaphores pour parler. Quelqu'un qui dit, ah, par exemple, j'ai coulé mon examen ou
C'est une métaphore de la navigation où quand on dit ah, j'arrête pas de spinner. Donc, on utilise beaucoup les métaphores dans la vie de tous les jours et les types d'images qu'on utilise souvent, ça véhicule, on va dire, soit un état d'esprit ou... Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de capter cette violence institutionnelle-là et d'utiliser des métaphores qui vont faire ressortir la violence institutionnelle. Et d'autres procédés aussi que j'ai utilisés, c'est surtout l'aspect de l'ironie. Donc, il y a l'ironie et l'humour. J'ai beaucoup recouru à ces choses-là, mais c'est pour moi, ce sont des façons d'avoir des contre-pouvoirs à la violence institutionnelle. Donc, oui, effectivement, la violence institutionnelle, c'est une notion sans être nommée telle qu'elle, mais c'est une notion qui traverse tout le récit, en fait, parce que c'est ce que j'estime avoir vécu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'auto-ethnographie institutionnelle. Donc, la manière dont les institutions affectent les émotions des locataires qui vivent la précarité résidentielle. Donc, et la violence institutionnelle, c'est pas seulement par rapport aux institutions publiques. Là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi tout ce qui a rapport avec le capitalisme urbain, en fait, la gentrification, quand on pense à la condoisation ou le fait d'évincer quelqu'un pour pouvoir faire plus de profit, mais je veux dire, c'est très violent. Et d'un certain point de vue, le TAL institutionnalise cette façon de faire parce que le TAL cautionne ça. Donc oui, la notion de violence institutionnelle, je pense que c'est, quand on parle de précarité résidentielle, de gentrification, c'est quelque chose en fait qui est très, très important. Oui, alors merci Alex pour la présentation. Merci à tout le monde de votre présence et de vos commentaires. Félicitations. Désolée encore pour le bug technique qu'on s'est rendu compte à midi moins une, là, disons. Donc, on a essayé de faire avec. Je vais vous envoyer le lien YouTube de la présentation et le partager aussi sur nos réseaux. Puis, sur notre chaîne YouTube, il y a également toutes les autres présentations qui ont eu lieu dans toutes les échos du crash, mais dans la dernière année aussi. Donc, si jamais vous voulez reconsulter ça. Puis, le prochain écho du crash, je vais vous envoyer aussi un courriel, mais ça va avoir lieu en janvier, au retour des fêtes.